Bonjour. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle méthode du Lean Manufacturing qui s'appelle Value Stream Mapping ou bien VSM. On dit en français la cartographie par flux de valeurs. Donc cette méthode, elle est basée en fait sur un concept très simple qui est Time is Money. C'est-à-dire quoi? Plus on perd du temps, plus on perd de l'argent. Donc l'intérêt de cette méthode et de diminuer le coût de production en diminuant en fait le temps de production. Donc si on pose une question que cherche un client, en fait un client, il cherche un produit de qualité et qui lui soit livré le plus rapidement possible. Le temps total pour calculer la durée à partir de la demande client jusqu'à la livraison du produit est dite lead time. Donc, un lead time court, c'est-à-dire un produit à coût bas, c'est-à-dire une bonne compétitivité sur le marché. En quoi ça peut être, comment ça peut être expliqué, cette bonne compétitivité? En fait, si je suis un client, donc je vais chercher un produit qui est de bonne qualité et je vais trouver deux fournisseurs. L'un va me fournir dans 3 jours, l'autre me dit qu'il ne peut me fournir que dans une semaine. Donc si ce sont tous les deux de bons produits, je vais choisir en fait celui qui va me livrer le plus rapidement possible. En conclusion, l'objectif de la mise en œuvre d'une cartographie VSM est tout d'abord d'estimer le lead time. Lorsqu'on va estimer le lead time, on va détecter les processus et les différentes tâches et les différents événements qui vont intervenir dans le calcul de lead time. Le deuxième objectif, en fait, c'est de diminuer ce temps, ce lead time, en éliminant les différents gaspillages que nous allons rencontrer. Comment on va faire ça? En fait, on va diviser chacun des processus ou bien des événements à activités à valeur ajoutée et à activités à non-valeur ajoutée. Et notre objectif idéal serait d'éliminer ces activités à non-valeur ajoutée. Je vous rappelle qu'un processus, en fait, c'est une activité où les matières peuvent être immobilisées en amont et en aval. C'est pas exactement une tâche. Peut-être c'est un ensemble de tâches dont l'entrée contient de la matière et la sortie peut aussi contenir de la matière. Posez tout d'abord la question sur quel type de process pourrait-on appliquer la cartographie VSM? En fait, on peut l'appliquer sur n'importe quel process, même sur notre vie quotidienne. Par exemple, si on prend une journée de notre vie, du matin au soir, on pourrait déterminer dans cette journée ce qu'on fait d'activité pendant tout le temps, pendant 12 heures du matin jusqu'au soir. Et à la fin de cette journée, il serait intéressant de déterminer quelles sont les activités qu'on a fait à valeur ajoutée et les activités à non-valeur ajoutée et essayer un peu d'éliminer cet ensemble d'activités qui ne nous apportent rien, qui sont à non-valeur ajoutée. On va voir que peut-être il y aura une grande amélioration dans notre vie. Donc en conclusion de cette partie, le VSM permet de déterminer où se trouve la valeur et où se trouvent les gaspillages, d'où son nom, cartographie des flux de valeur. Donc, on va voir les détails de cette méthode dans la suite de cette présentation. La cartographie VSM montre l'évolution du flux. Mais le flux de quoi? En fait, il y a deux notions de base sur lesquelles on va construire cette cartographie. Tout d'abord, on va se concentrer sur le flux du matériel et puis sur le flux de l'information. Cette méthode permet ainsi de mesurer la durée de chaque processus et de chaque événement. Elle permet aussi de voir comment ils évoluent entre eux et déterminer grâce au flux d'informations les différents boulots qui existent dans ce process et les types de défaillances et de problèmes qu'on va rencontrer. Ainsi, en déterminant le problème, on peut conclure quelle méthode du Lean on doit utiliser spécifiquement avec chaque process pour l'améliorer et où utiliser cette méthode.
Par exemple, si on remarque que dans un process, on passe trop de temps pour que la matière première soit prête, on se pose la question, quelle est la méthode du Lean qui permet de résoudre ce problème? Eh bien, la solution, il faut utiliser la méthode 5S, etc. Si on trouve, par exemple, qu'il y a un temps de disponibilité faible dans les informations qu'on a recueillies, on pourrait conclure qu'il y a un problème de défaillance ou bien de maintenance. On va faire appel alors au service de maintenance pour qu'il se concentre sur le process et voir ce qui ne va pas pour l'améliorer. Donc l'objectif en fait dans cette cartographie, c'est de déterminer les problèmes qui vont causer ou qui causent cette valeur non ajoutée afin de trouver des solutions et d'essayer d'améliorer, sinon d'éliminer cette valeur non ajoutée. Alors passons au comment faire de cette méthode. La première chose à faire, c'est de constituer une équipe de travail. Cette équipe va avoir à sa tête un responsable du lean management. C'est pas un travail assez facile, donc c'est un travail très détaillé. Il faut suivre les différents flux de produits et les différents flux de matière ainsi que les différents flux d'informations dans un processus. Et c'est pas un travail pour une personne toute seule. Donc c'est un travail d'équipe tout d'abord. Quelles sont les étapes à suivre? En fait, il y a 3 étapes principales. La première étape s'appelle la détermination de l'état présent. C'est quoi l'état présent? C'est en fait l'état actuel des choses, la réalité du processus tel qu'il est. Dans cet état, on va suivre le mouvement du produit dès l'instant de la demande du client jusqu'à la livraison vers le client. On va détailler tous les événements, toutes les tâches, toutes les opérations qui se trouvent entre ces 2 instants, l'instant de la demande et l'instant de la livraison. Et c'est ça la définition en fait du lead time. Donc, comment on fait? On va observer le processus, identifier ses différentes activités, ses différents événements et ses différents flux, et puis mesurer. Mesurer les temps, mesurer les quantités, toutes les mesures, toutes les informations que nous devons mettre doivent être récupérées dans ce process. Vous voyez ici, on appelle l'état présent en anglais le current state. Donc ici, vous voyez, cette indication, c'est l'indication du client. Ici, c'est le fournisseur. Ici, si vous voulez, c'est l'entreprise ou le service de production. Donc à partir de l'instant où le client a fait sa demande, on va suivre le produit jusqu'à l'instant où il va être livré. Vous voyez là les flèches, ce sont les flux d'informations. Et là, ce sont les flux de matière qui vont se déplacer entre les différents processus. Ce que vous voyez là, comme stamping, c'est un processus. Cette table qui est en bas, c'est la table des données ou bien la table des informations. Vous voyez ici, ce sont des symboles. Le symbole ici en I, ça indique un inventaire, I comme inventaire, ou bien un stock entre 2 processus. Donc, vous voyez, tout est schématisé ici. La demande du client, la demande vers le fournisseur, l'arrivée de la matière première, le suivi du processus, d'un processus vers un autre processus, jusqu'à la préparation du produit et son transport et sa livraison une deuxième fois vers le client. Et ça, c'est schématisé avec l'état actuel des choses. Ce que vous voyez ici, ce sont réellement les mesures qui existent avant l'opération d'amélioration. Vous voyez ici, par exemple, l'arrivée de la matière première, elle dure 5 jours. Par contre, cette opération de stamping, elle dure 1 seconde. Se déplacer du stamping vers le weld, donc 7,7 jours, alors que le welding, 38 secondes. Vous voyez, cet axe de temps va nous montrer exactement quelles sont les opérations à valeur ajoutée en fait et les opérations
un nom valeur ajoutée. Et on va expliciter ça avec plus de détails lorsqu'on va parler du design de cette méthode. La deuxième étape, c'est de définir un état idéal. C'est quoi un état idéal? En fait, l'état idéal, c'est l'état parfait des choses. L'état parfait des choses est qu'il y a zéro activité à valeur ajoutée. Et on va nous trouver dans notre processus que les activités qui sont à valeur ajoutée, excusez-moi. Si on revient à l'état actuel des choses, voyons un peu. Donc, vous voyez ces 5 jours, 7,6 jours, ce ne sont pas du temps qu'on a passé sur le process. C'est du temps qui s'est passé dans l'attente de la matière première, dans le transfert entre différents processus. En fait, c'est pas un temps de valeur ajoutée. Par contre, on a 1 seconde, 38 secondes, 45 secondes, 61 secondes. C'est exactement la valeur ajoutée. Si on voudrait avoir le cas idéal, on va éliminer ces temps qui sont 5 jours, 7,6 jours, 1,8 jours. Donc, ce serait l'état parfait des choses et on va avoir que le temps qu'on a passé au niveau du processus. Donc, ça s'appelle l'état idéal. Donc, comment on le fait? Le groupe de travail, après avoir constaté l'état actuel de choses, il va se réunir et définir l'état idéal des choses. Dans un monde parfait, comment voudrait-on que notre processus soit fait? Vous voyez bien l'idéal state. Donc, on va avoir le customer qui est le client qui va faire sa demande, qui arrive directement vers les processus. Et on va voir les différents processus avec un temps. Il n'y a pas de temps de transfert, il n'y a pas de temps d'inventaire entre eux. Donc, c'est directement d'un processus à l'autre. C'est l'état parfait des choses. Tout se trouve sur le même site. Donc, on ne va pas se déplacer d'un site à un autre pour produire, ce produit en question. Bien sûr, cet état idéal est, comme son nom l'indique, un état parfait des choses qu'on peut généralement pas atteindre dans le cas réel des choses. Donc, on va définir l'état, si vous voulez, amélioré par rapport à l'état réel actuel et qui soit entre l'état mauvais qui est l'état actuel et l'état parfait qui est l'état vraiment parfait. Donc, comme je l'ai dit ici, l'état idéal du processus est un état très difficile, sinon impossible à avoir. Donc, on va définir un état qui est possible à atteindre, mais qui va apporter une amélioration nette par rapport à l'état présent. Donc, idem ici, le groupe de travail va se réunir et définir cet état intermédiaire, si vous voulez. Et ça s'appelle l'état futur. Donc, dans cet état futur, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut y améliorer dans notre processus. Quels sont les processus peut-être qu'on pourrait grouper ensemble? Quels sont les processus et les transports qu'on pourrait éliminer? Quels sont les temps et les pertes de temps qu'on pourrait améliorer? Et on va essayer de trouver cet état futur qui sera en fait notre objectif à atteindre sur le terrain. Il faut remarquer ici que dans l'état présent, ou bien l'état qu'on a appelé l'état actuel, l'équipe a suivi le produit. Donc, à partir de l'instant de la demande du client jusqu'à sa livraison. Donc, l'état présent, il était centré sur le mouvement du produit. Alors que dans l'état futur, on sait tout ce qu'on doit savoir sur le produit. Maintenant, on va se concentrer sur les différents processus qui sont dans cette unité de production ou bien dans ce process. Donc, l'état futur, il est centré sur le process et on va suivre ici les différents processus qui existent dans notre unité de fabrication. Alors, de quoi est composée une carte VSM ou bien une cartographie VSM? Donc, il y a différents boîtiers.
Vous voyez des boîtiers process, des boîtiers d'information, des transports ou bien des transferts entre différents process. Vous avez ici, c'est l'axe qui va montrer le lead time ou bien calculer le lead time. Et puis, vous avez les différentes flèches qui vont nous montrer l'évolution du flux d'information et puis l'évolution aussi du flux de matière. Généralement, l'évolution du flux d'information est montrée par des traits fins et les flux de matière par des traits épais. Donc, que contient le boîtier de process? En fait, le nom du process et puis les ressources qu'on utilise dans ce process. Par exemple, les équipements, les machines qu'on utilise dans ce process. On pourrait le mentionner dans ce boîtier process. Je vous rappelle ici qu'un process, c'est quelque chose de différent d'une tâche. Ce n'est pas une tâche. Donc, c'est quelque chose qui contient de la matière en amont et de la matière généralement en aval. Donc, il faut avoir un boîtier pour chacun du flux de matière majeur et non pas pour chacun des étapes du processing. Le transport, c'est la déconnexion du processus. Donc, c'est en fait la séparation entre deux processus. Il peut contenir des stocks. Il peut être une étape d'attente tout simplement. Ça peut être une étape de transport. Donc, ça peut être aussi une accumulation des inventaires entre process. Ça indique où les process sont séparés. Donc, le processus N et celui N plus 1, ils sont séparés par ce symbole, si vous voulez, de transport ou bien ce temps de transport. Et puis, vous avez les boîtiers d'information. Dans les boîtiers d'information, on va trouver des informations relatives au process qui nous seront très utiles après pour estimer la méthode d'amélioration qu'on va utiliser pour éliminer les gaspillages. Parmi ces opérations, on trouve le temps de fonctionnement ou bien le temps de disponibilité, le temps de bon fonctionnement, le uptime. On trouve aussi le temps de cycle, c'est-à-dire combien sur ce processus on reste pour fabriquer un produit. Le temps de changement, généralement le temps de changement de moule, changeover, le nombre des opérateurs sur ce poste, le taux d'arrêt et le taux de rebut. Le taux de rebut peut être aussi très intéressant pour expliciter certains problèmes de réglage. Et puis, il indique aussi le niveau de qualité qu'on ne devrait jamais oublier parce que notre objectif principal, c'est toujours une bonne qualité de produit. Et puis, vous avez cette barre qui est en bas, qui est la barre du lead time. Donc, dans cette barre, on va trouver des zones à valeur ajoutée qui sont là en secondes, pardonnez-moi, et puis vous allez trouver aussi les zones qui sont à non-valeur ajoutée. Puis à la fin, on va calculer le temps exact du lead time, combien ça dure. Vous voyez ici, c'est 23,5 jours. À partir de l'instant de l'émission de la demande du client jusqu'à sa livraison, ça a duré 23,5 jours. Donc, le temps à valeur ajoutée, c'est celui qui est en secondes, là, 1 seconde, 38 secondes, 45 secondes. C'est seulement 184 secondes. Vous voyez l'écart entre ce temps qui est le lead time et ce temps qui est en fait le temps à valeur ajoutée. Combien de jours? Donc, vous avez à peu près 3 minutes qui sont le temps à valeur ajoutée et puis tout le reste de ces 23,5 jours, c'est une perte de temps. Donc, c'est énorme. Hein? Donc, tout d'abord, comment on calcule le lead time? Donc, il faut distinguer qu'il y a deux types de lead time. Le MLT, c'est le Manufacturing Lead Time, c'est le lead time à travers toute la production, à partir de l'instant de la livraison de demande du client jusqu'à la livraison du produit vers le client. Et puis, vous avez aussi ce qu'on appelle le PLT, le Process Lead Time. On pourrait calculer pour un petit process le lead time à travers ce process en incluant le transport. Ça pourrait être aussi intéressant pour savoir où on pourrait intervenir. En réalité, nous devons souligner 3 niveaux pour chaque processus pour dessiner cette barre de lead time.
un niveau qui est le temps de cycle. En fait, c'est le temps réel de valeur ajoutée. Et puis, on a la non-valeur ajoutée dans le processus. Et puis, on a le temps entre le process. Quelle est la différence entre la non-valeur ajoutée et le EP? La non-valeur ajoutée, c'est un temps inclus dans le temps du process. Dans ce temps qu'on a passé en processant ce produit, il peut se passer, par exemple, des arrêts non programmés. On pourrait avoir des difficultés pour faire des réglages. Les mouvements peuvent causer des non-valeurs ajoutées. Donc, entre TC et le NVA, on est encore sous le processus. EP, c'est on a déconnecté de ce processus et on va passer à l'autre processus. En fait, EP, c'est le temps de transfert. Donc, on pourrait, en amélioration, éliminer les épées ou bien diminuer les épées, mais aussi intervenir au niveau du temps du processing et essayer de voir si on pourrait aussi l'améliorer lui-même. Donc, on pourrait définir non pas 2 niveaux seulement, mais 3 niveaux de temps sur lesquels on va jouer pour améliorer notre process. Donc, comment on calcule le lead time? Comment on calcule le temps de cycle? C'est le nombre de pièces produites sur le temps disponible. En fait, c'est le temps réellement passé pour la production d'une pièce. Et c'est un temps de valeur ajoutée. La non-valeur ajoutée, c'est la somme de tous les arrêts programmés ou non dans un process. Vous voyez là, on est toujours dans un process. Et puis, vous avez le EP, c'est le temps d'inventaire. C'est la quantité sur la demande journalière du client. En sommant tous ces éléments sur tout le processus, à partir de la demande du client jusqu'à la livraison, on va trouver le lead time. L'objectif de la cartographie VSM, en fait, c'est d'atteindre cet état qu'on a appelé la cartographie VSM future. On a dit que l'état futur, c'est l'état amélioré de l'état réel, mais qui est inférieur à l'état idéal aussi. Comment on va faire? On va essayer de réduire les non-valeurs ajoutées et puis de réduire ces temps qui sont entre les processus en utilisant les différentes méthodes du Lean. Voilà. Comment on fait maintenant le design, si vous voulez, d'une cartographie VSM? Bien, on va passer par 7 étapes. La première étape, c'est de voir quelles sont les exigences du client. Donc, on va schématiser à droite notre client, au milieu, le service de production ou bien l'entreprise, et puis à gauche, le fournisseur. Et la table d'information sous les clients doit configurer la quantité qu'il demande de chaque produit. Et puis, on peut mettre aussi sa commande hebdomadaire. Et au niveau du fournisseur, on pourrait aussi faire une table d'information qui renferme, par exemple, combien il nous livre par semaine, la livraison hebdomadaire. Et puis, la commande qu'on fait à ce fournisseur par semaine ou bien par mois. Bien sûr, hebdomadaire, c'est un exemple. On pourrait changer cela selon le taux de la demande ou bien le taux du fournisseur. De demande de livraison. Donc, vous voyez là, toutes les informations sont schématisées et à partir de ces données, on pourrait calculer le talk time. Le talk time, c'est le temps pour fabriquer un produit dont nous avons besoin pour atteindre la livraison de la quantité demandée par le client. En fait, c'est le temps nécessaire avec lequel on doit travailler pour assurer notre commande dans les temps pour notre client. La deuxième étape, c'est de dessiner les différents processus et les événements de ce procédé de fabrication. Donc, par exemple, ici, on a 4 processus différents et pour chacun des processus, il faut mettre quelles sont les ressources qui sont utilisées. La troisième étape, c'est de rassembler et mesurer les informations de chacun des processus et de mettre les tables d'informations au niveau de chacun des processus. Voilà. La quatrième étape, il faut rassembler les données de stockage
quantifier les stocks, mesurer le temps entre les différents processus et mettre les symboles d'inventaire et les mesures qui leur correspondent. La quatrième étape, ça. La cinquième étape, c'est déterminer le flux de matière externe. Le flux de matière externe, c'est le flux qui nous parvient du fournisseur et le flux de la livraison en produit fini vers le client. Donc, on doit ajouter les cadres pour les fréquences, les volumes de livraison, les délais de livraison, les durées de livraison, etc. Toutes les informations qui concernent les flux externes, on doit les mettre aussi. Sixièmement, il faut déterminer les flux d'informations ou de matière donc, qui sont à l'intérieur de notre processus. Donc, nous avons mentionné ici les flux extérieurs à la dernière étape. Et maintenant, on va mettre les flux d'informations intérieures, les flux de données, les flux de matière qui sont entre les différents processus et compléter notre schéma. Et à la fin, on va dessiner la table du lead time. Vous voyez ici, je l'ai fait avec 3 niveaux. Donc, vous voyez ça, c'est la valeur ajoutée. Ça, c'est le non-valeur ajoutée. Et ça, c'est le EP qui est entre les deux process. Donc, on va estimer et calculer les lead time, observer les données du processus, analyser les données, proposer des solutions pour atteindre nos objectifs. Et notre objectif, comme je l'ai mentionné, c'est en fait cet état futur qu'on a défini. Donc, merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer et de commenter cette présentation. Merci à vous.